Si ça se trouve, les États-Unis n'ont plus d'or et personne n'en sait rien. Ça peut paraître bizarre comme affirmation de prime abord. Comment ça, les États-Unis n'ont plus d'or? Vous avez bien entendu, c'est une possibilité. C'est tellement une possibilité en fait que même Elon Musk a des doutes, c'est vous dire. Et pourtant, c'est l'une des personnes les plus proches du pouvoir. Il devrait pas se poser ce genre de questions, pas vrai? Une idée folle lui a traversé l'esprit. Et si les coffres des États-Unis étaient vides? Une enquête s'impose et en ce sens, il a proposé d'auditer Fort Knox, qui n'est autre que la forteresse censée abriter une grosse partie de l'or de l'oncle Sam. S'il s'avère qu'il manque de l'or dans les coffres, ça serait un cataclysme à l'échelle mondiale. Le dollar pourrait instantanément s'effondrer sur lui-même, entraînant toute l'économie américaine et mondiale dans son sillage. Bitcoin, lui, pourrait littéralement crever le plafond et finalement prendre la place de l'or bien plus vite que prévu. Enfin bref, si Musk se pointe à Fort Knox et qu'il y a un problème, ça risque de provoquer une réaction en chaîne, et c'est important de bien se rendre compte des implications que ça pourrait avoir. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème, me direz-vous? Et surtout, pourquoi c'est si important pour Bitcoin? Bah bougez pas, je vous raconte. D'abord, faut revenir un peu en arrière. Nous voilà de retour en 1933, en pleine Grande Dépression. Aux États-Unis et dans le reste du monde, c'est la sauce. Les grandes banques s'effondrent, le chômage explose et les pouvoirs publics doivent agir, et vite. C'est Roosevelt qui prend les rênes de la Maison Blanche et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est déterminé à faire bouger les choses. Le 5 avril 1933, il va signer un décret historique qui a littéralement façonné l'histoire moderne. Ce fameux décret, c'est l'Executive Order 6102, et accrochez-vous bien parce que ça ne rigole pas du tout. Cette nouvelle loi interdit carrément aux citoyens américains de posséder de l'or, que ce soit sous forme de pièces, de lingots ou même de certificats. Alors faut bien se dire que l'idée, à ce moment-là, c'est de récupérer tout l'or monétaire, pas de rendre toute cette ruée vers l'or complètement absurde. Le texte dit que chaque Américain doit livrer son or, sauf dans certains cas précis. Ces cas précis, justement, c'est les usages industriels, professionnels ou artistiques. Et petite anecdote, ça inclut les dentistes. Pourquoi les dentistes? Parce qu'à l'époque, l'or est couramment utilisé pour les plombages et les prothèses dentaires. C'est un matériau durable qui ne rouille pas dans la bouche. Et oui, l'imaginaire du mec avec une dent en or dans la bouche, c'est pas qu'un imaginaire, ça se faisait vraiment à l'époque. Et du coup, vous imaginez bien que les agents de la réserve fédérale n'allaient pas se pointer chez les gens pour leur arracher leurs dents, évidemment. Le décret s'attaquait aux réserves d'or thésaurisées, pas aux objets personnels ou aux trucs déjà travaillés. Imaginez le bazar sinon. Des flics qui inspectent les bouches dans la rue avec des pinces à la place des matraques. Heureusement, on n'en est jamais arrivé là. Cela dit, si vous aviez des vieilles dents en or qui traînaient dans un tiroir, genre des prothèses d'un grand-oncle décédé, j'en sais rien, techniquement, vous auriez dû les déclarer si elles dépassaient un certain poids. Enfin bref, fin de l'anecdote dentaire. Ce jour-là, les Américains se sont retrouvés à l'aube de la Seconde Guerre mondiale à devoir livrer leur or au gouvernement, comme ça, du jour au lendemain. Mais pourquoi une mesure aussi radicale? Qu'est-ce que ça a changé et comment ça s'est terminé? On va décortiquer un peu tout ça. L'économie mondiale est dans le dur, ça je vous l'ai dit. La crise de 1929 a mis le système bancaire à genoux. Les citoyens paniquent, retirent leur argent en masse et beaucoup convertissent leur dollar en or parce que c'est une valeur refuge. Petit problème, ça vide les réserves de l'or de la réserve fédérale qui doit garantir le dollar avec ce métal précieux. C'est en partie ça le fameux étalon or dont on entend souvent parler. Roosevelt et ses conseillers se disent que si tout le monde thésaurise l'or, ça va vraiment devenir compliqué pour relancer l'économie. Alors ils décident de reprendre le contrôle. Avec l'Executive Order 6102, chaque Américain doit livrer son or au gouvernement avant le 1er mai 1933 en échange de dollars papier, à un taux fixe de 20,67 $ l'once. Les contrevenants s'exposent à 10 000 $ d'amende, littéralement une fortune à cette époque, et aussi à 10 ans de prison. Vraiment, ça rigolait zéro. Économiquement, ça marche plutôt bien pour le gouvernement. En récupérant l'or, Roosevelt peut dévaluer le dollar. L'once passe à 35 $ en 1934, soit un an après, avec le Gold Reserve Act, le décret qui fait de l'or un actif stratégique plutôt que monétaire. En gros, ce décret donne au gouvernement encore plus de contrôle sur le métal jaune. Il nationalise officiellement tout l'or récupéré, le transfère au trésor US et interdit complètement sa circulation comme monnaie. Tout ça, ça rend les exportations américaines plus compétitives et ça injecte du cash dans le système. Mais bon, tout n'est pas rose non plus, ou plutôt doré. Beaucoup y voient une atteinte à leur liberté. Imaginez, vous avez économisé des pièces d'or ou des lingots pour sécuriser le futur de votre famille, et là, on vous force à tout donner, ou bien on vous jette en prison. Cet épisode est évidemment vécu comme une trahison par de nombreux Américains. Des procès éclatent, comme celui de Frederick Campbell par exemple. C'est un avocat de Manhattan qui possédait pas moins de 27 lingots d'or en banque, soit à peu près 200 000 $ à l'époque, une petite fortune. Un beau jour, juste après l'annonce du décret de Roosevelt en fait, il s'est pointé à la banque pour retirer ses lingots. Autant vous dire qu'au guichet, on l'a gentiment envoyé balader en lui disant que cet or sera transmis au gouvernement. Évidemment, il refuse de se laisser faire et il poursuit la banque, arguant que le décret présidentiel est totalement anticonstitutionnel, ni plus ni moins. Après une audience de 18 minutes, devant le grand jury fédéral de Manhattan, il est déclaré coupable de thésaurisation et de non-déclaration de son or. Et la fin de cette interdiction?
Eh ben, elle traîne longtemps. L'Executive Order 6102 reste en place pendant des décennies, même après la fin de l'État noir en 1971 quand Nixon détache le dollar de l'or. Ce n'est qu'en 1974, sous Gerald Ford, que posséder de l'or redevient légal pour les particuliers, avec la levée officielle des restrictions. Et pourquoi si tard, vous me direz dans ces cas-là? Parce que l'idée d'un contrôle étatique sur la monnaie était devenue une habitude, et que l'or n'avait plus le même rôle stratégique, tout simplement. Bon alors très bien, le gouvernement a récupéré l'or des Américains et maintenant quoi? Faut bien le stocker quelque part puisqu'il n'est plus chez les gens. Ça brainstorm dans les bureaux de la Maison Blanche et il faut un endroit sécurisé où entreposer tout cet or. Idéalement avec une position plutôt centrale, loin des côtes pour éviter tout risque d'invasion et si possible sans avoir à tout reconstruire de zéro. Et là l'évidence apparaît. Fort Knox, une base militaire située dans une zone rurale entre Louisville et Elizabethtown dans le Kentucky. C'est parfait littéralement, un grand terrain tout plat, loin des côtes, loin de tout, mais à la fois central et avec une garnison militaire sur place. En 1937, les coffres sont prêts et les premiers lingots arrivent jusqu'à Fort Knox par la poste. Oui, par la poste, parfaitement. Et au fil des ans, cet endroit deviendra le symbole de la puissance monétaire et de la stabilité économique des États-Unis. Fort Knox, c'est pas juste une base militaire remplie d'or, c'est vraiment toute une symbolique. Et quand Elon Musk vient ébranler tout ça, ça pose question. Parce que du coup, c'est quoi le problème? Fort Knox est censé abriter 4580 tonnes d'or sur les 8000 possédés par les États-Unis. Et il faut bien voir que ce bâtiment alimente depuis toujours toute une tonne de théories du complot. Pour certains, les coffres de Fort Knox sont vides et l'or a été utilisé pour conclure des deals avec d'autres puissances ou bien des grandes banques. En gros, il a servi de levier financier et a été prêté un peu partout dans le monde pour financer la croissance monstrueuse des États-Unis. Pour d'autres, les coffres sont bien remplis de métal, mais de tungstène plaqué or, pas d'or pur. Pourquoi du tungstène en particulier, vous me direz? Parce qu'il a pratiquement la même densité que l'or, et qu'à moins de scinder un lingot en deux, c'est très compliqué de se rendre compte de la supercherie. Enfin, pour d'autres, l'or a simplement été vendu au compte-gouttes pendant des décennies, que ce soit pour financer des programmes secrets ou bien même de la dette. Toutes ces théories ne viennent pas de nulle part, le secret ça alimente les complots, et quand Elon Musk dit que Fort Knox doit bien être audité tous les ans et qu'on lui répond que non, il n'a pas été audité depuis plus de 50 ans, forcément ça aide pas. Attends, comment ça 50 ans? Ouais non, en fait c'est même pire que ça fait plus de 70 ans que Fort Knox n'a pas été audité de fond en comble, depuis 1953. En 1974, il y a bien eu une délégation accompagnée de journalistes qui a été chargée d'aller faire un tour dans les coffres de Fort Knox. Mais d'après les archives parlementaires, ça ne concernait que 3 coffres sur 13 et c'était qu'une inspection visuelle, rien de très précis. Vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là. Les suspicions ont toujours été très nourries autour de Fort Knox et franchement, si vous voulez mon avis, l'absence d'audit indépendant n'aide pas vraiment. Je précise indépendant parce qu'évidemment, les seules personnes autorisées à franchir les portes de Fort Knox, c'est des officiels, c'est des agents de l'État assermentés. D'ailleurs, en 2017, elles ont de nouveau été ouvertes pour le secrétaire au trésor de l'administration Trump de l'époque. Il a assuré que l'or était bel et bien là, mais bon, c'était pas vraiment un audit, juste une visite. En plus, vous avez vu les photos? Même si on le voulait, c'était difficile de faire pire en termes de qualité. Et pourtant, on est en 2017, c'est pas comme si on venait de découvrir la photo numérique. Pour certains, c'est une preuve de plus que quelque chose se trame là-bas. Après bon, on compte plus le nombre de bases militaires américaines où on suspecte qu'il se passe des trucs un peu louches. C'est des endroits qui alimentent les imaginaires depuis des décennies, il y a qu'à voir la zone 51 par exemple. Fort Knox alimente une tonne de complots tout simplement parce que c'est la plus grosse forteresse dorée des États-Unis. En tout, il y a 3 endroits qui gardent les réserves de l'oncle Sam bien au chaud. Je vous ai parlé de Fort Knox, évidemment, mais il y a aussi des coffres-forts à Denver et à West Point. En tout, il y en aurait 42, contenant près de 700 000 lingots d'or pour une valeur totale d'environ 800 milliards de dollars. C'est colossal. Tout cet or est protégé par toute une batterie de systèmes de sécurité, que ce soit des caméras, des hommes, des détecteurs de métaux, des protocoles et des portes blindées. D'ailleurs, c'est tellement sécurisé qu'à Fort Knox, les portes blindées ont des sortes de petits trous depuis lesquels les officiels peuvent observer l'or sans toutefois pénétrer dans les chambres. Alors je vous ai évoqué le chiffre de 800 milliards de dollars, et c'est vrai que ça donne le tournis. Mais là, faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est le prix de marché. Le truc, c'est que l'or du trésor est évalué à 42,22 $ l'once, pas du tout à 3000 $ comme le prix de marché justement. Vous vous en souvenez peut-être, je vous en parlais dans la dernière vidéo sur la réserve stratégique quand j'évoquais le plan de la sénatrice Cynthia Lummis pour acheter des bitcoins sans faire de trou dans le budget des Américains. Beaucoup y voient une conspiration pour maintenir l'or à la baisse, mais la réalité est bien plus nuancée et fascinante, et surtout il y a des raisons bien précises. Contrairement à d'autres banques centrales qui détiennent directement de l'or physique, la réserve fédérale américaine possède des certificats d'or. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le Trésor US qui détient l'or. Ces certificats sont émis par le Trésor justement et sont valorisés à 11 milliards de dollars dans les livres de la Fed. Et ce chiffre n'a pas changé depuis des décennies. Ces certificats sont particulièrement intéressants car ils ne représentent pas une quantité fixe d'or, mais plutôt une valeur de 11 milliards de dollars d'or. C'est un peu comme si votre ticket de vestiaire vous donnait droit à 40 $ de manteau plutôt qu'à votre manteau spécifique.
Au prix officiel de 42 $ l'once, ces 11 milliards de dollars de certificats permettent à la Fed de revendiquer environ 261 millions d'onces d'or détenues par le Trésor américain. Si le prix officiel était ajusté au cours du marché actuel de 3 000 $ l'once, la Fed ne pourrait plus revendiquer que 3 millions d'onces, soit seulement 1,4% du stock d'or américain. Les 98,6% restants deviendraient alors la propriété du Trésor. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Bien que la Fed et le Trésor soient tous deux des branches du gouvernement américain, l'indépendance de la Banque centrale est considérée comme essentielle pour une politique monétaire efficace. Pour maintenir cette indépendance, la Fed doit contrôler un volume important d'actifs, lui permettant d'intervenir sur les marchés pour soutenir ses objectifs de politique monétaire. Sans cette base d'actifs, elle pourrait se retrouver dépendante du bon vouloir des politiques pour obtenir des ressources. C'est probablement la raison pour laquelle le prix statutaire de l'or reste fixé à 42 $. Ce mécanisme, apparemment archaïque, assure en réalité le fait que la Fed conserve le contrôle sur l'ensemble des 261 millions d'onces d'or du Trésor, renforçant ainsi son indépendance et sa capacité à contrôler le pouvoir d'achat du dollar. Au-delà de ça, c'est une simplification comptable, ça évite de toujours devoir auditer les stocks et ça permet de maintenir une cohérence de l'ensemble en privilégiant le dollar. Et voilà entre autres pourquoi le plan de Loomis n'est pas si simple à mettre en œuvre et pourquoi cette valeur fixée est un pilier discret mais essentiel pour la stabilité financière américaine. Bon, revenons un peu à Musk et à son histoire d'audit parce qu'il a même été encouragé par des politiques et on dirait bien qu'un check-up de la réserve d'or des États-Unis est dans les tuyaux. Et là, imaginez que l'audit ait lieu et qu'on se rende compte de l'impensable. Les coffres de Fort Knox sont presque vides, il manque la quasi-intégralité de l'or qui est censé être là, prenant la poussière depuis des décennies. D'abord, dans les jours ou semaines qui suivent, c'est le chaos total. Les marchés financiers prennent une claque monumentale. Le dollar, même sans étalon or, il repose encore sur une aura de stabilité grâce à cet or, et il se met à dégringoler. Tous les produits adossés à l'or, comme les ETF, subissent une fuite de capitaux majeure. Les investisseurs paniquent, vendent leurs billets verts et les bourses s'effondrent comme un château de cartes. Pendant ce temps, le prix de l'or sur le marché mondial explose parce que tout le monde veut mettre la main dessus pour se protéger. La confiance dans le gouvernement et dans la Fed pulvérisée. Certains pourraient même se ruer sur les banques pour retirer leur argent, histoire de limiter la casse. Le Trésor et la Fed, eux, sortent des communiqués en urgence, promettent une enquête, peut-être même bloquent certaines transactions pour éviter que ça parte en vrille. Mais soyons honnêtes, le mal est fait. Bitcoin là-dedans devient la star du moment. Les gens se jettent dessus comme sur un radeau en pleine tempête. C'est une valeur décentralisée, hors du contrôle des gouvernements qu'ils ne croient plus. On ne donne plus sa confiance aux hommes, mais on l'accorde volontiers aux mathématiques. L'or 2.0, auditable en tout temps, est forcément mis sur le devant de la scène. Le marché est irrationnel, particulièrement quand il est drivé par la peur, alors c'est pas improbable que ça skyrocket bien fort. À moyen terme, les enquêtes sont ouvertes. Peu importe ce qu'on découvre et la cause de tout ça, c'est un fait. Les Américains ont été volés une seconde fois et la confiance dans les pouvoirs publics est ébranlée comme jamais. Les pays qui détiennent du dollar en réserve accélèrent encore plus leur vente et ça n'arrange pas du tout la dette de l'oncle Sam. Ça serait l'un des plus gros scandales politiques et économiques qu'on ait jamais vu. Et Trump pourrait même en profiter si on y réfléchit bien. Il pourrait accuser ces incapables qui, avant lui, ont mal géré l'or et ont menti au peuple américain. Mais maintenant, cette époque est révolue et Bitcoin pourrait prendre la place qui lui revient de droit. À long terme, sur des décennies, ça change la donne pour de bon. L'or perd son statut de roi incontesté. Les nations se demandent sur quoi baser leurs réserves. Des métaux précieux? Bof, on a vu comment ça finit. Des devises nationales? Bah, pareil. Le dollar, lui, pourrait perdre son trône de monnaie mondiale au profit du yuan ou de l'euro, par exemple. La Fed, sans cet or pour asseoir son indépendance, doit se réinventer, peut-être avec un système plus transparent et un rôle amoindri. Géopolitiquement, les États-Unis prennent un coup et des pays comme la Russie ou la Chine en profitent pour pousser leur propre système de monnaie numérique de banque centrale. Et Bitcoin dans tout ça? Le dollar et l'or vacillent pour de bon, il pourrait devenir une sorte de nouvel or numérique. Ça dépendra d'un nombre extrêmement élevé de facteurs, à la fois réglementaires, sociaux, économiques et politiques. Il pourrait devenir un étalon et cohabiter avec d'autres monnaies électroniques par exemple. Voilà à peu près le tableau. Un Fort Knox vide, c'est la sauce, et une redistribution des cartes à l'échelle mondiale. Si ça devait arriver, c'est dur de se projeter, mais au moins ça vous donne une petite idée des enjeux. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Déjà, va falloir attendre de voir si les fameux audits ont lieu. Fort Knox n'a pas été ouvert depuis des lustres, et ça serait pas mal que ça change, question de transparence. D'un autre côté, on comprend un peu mieux les raisons de ce secret, entre obligations comptables, stabilité et surtout sécurité. Si ça se trouve, cette affaire va faire éclater aux yeux du monde entier plusieurs caractéristiques fondamentales de Bitcoin en tant que devise incensurable et auditable en tout temps et en tout lieu. Peut-être même que sur un temps plus long, ça signera la fin du règne de l'or, qui sait. Bon, en attendant, le métal jaune est toujours là et récemment encore, il empilait un nouveau plus haut sur son cours historique. D'ailleurs, le sujet de l'or est ultra profond et intéressant parce qu'il questionne la nature même de la valeur et de la monnaie, et ce sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, pensez à venir faire un tour sur notre canal Telegram d'actualité, on vous résume les dernières news de l'écosystème crypto en direct live. C'est gratuit et franchement ça fait gagner un temps énorme, alors rejoignez-nous, je vous mets le lien en description.
Si la vidéo vous a plu, laissez un like et pensez à vous abonner. Et vous pensez que Fort Knox est vide ou bien que ça va, tout devrait être en ordre? Dites-moi tout ça en commentaire et n'oubliez pas de me dire si vous avez des idées pour de prochains sujets de vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.